Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Je suis ravie de vous retrouver dans le duel de l'écho et ravie de retrouver Bernard Maris. Bonjour professeur à Paris 8, chroniqueur à Charlie Hebdo, à France Inter. Merci d'être avec nous. Philippe Manière, bonjour. Bonjour. Toujours président de Footprint Consultant. Toujours chroniqueur à l'Express. D'ailleurs, à propos, Monsieur Hollande, où allons-nous? Vous l'apostrophez, le président français, qui a effectivement une rentrée un peu difficile, puisque sa cote de popularité a baissé. On a vu qu'elle a baissé de 11 points dans le dernier sondage Ipsos, et celle de son Premier ministre a décliné, elle, de 9 points. La droite dénonce l'immobilisme d'un gouvernement conservateur, dit-elle, et face à ces critiques et à l'impatience des Français, Jean-Marc Ayrault se veut volontariste. Alors, hausse de l'allocation rentrée scolaire et du SMIC, baisse du prix de l'essence, emploi d'avenir. Mais avec une conjoncture économique assombrie, des réactions, des restrictions budgétaires fortes, comment tenir ces promesses? Comment redresser la France? Comment retrouver la croissance durable? Vaste programme, quelques réactions, on se retrouve ensuite. Les prix à la pompe baisseront jusqu'à 6 centimes d'euros. 3 centimes pour les pétroliers, 3 centimes pour l'État. C'est un montant extrêmement substantiel. On se moque des gens, d'abord parce que 3-4 centimes le litre, quand on a des tels niveaux, ça n'est évidemment pas à la hauteur du problème. Deuxièmement, parce que on fait croire aux gens qu'on va baisser les centimes à la pompe, c'est-à-dire aux consommateurs, mais on va le faire payer par qui? Puisque c'est des baisses de taxes, par le contribuable. Pas mal déjà, on va prendre ce qu'il y a à prendre, hein. On va pas laisser passer comme ça. 6 centimes, moi ça me paraît vraiment bidon, c'est histoire de dire quoi même. Je fais une quinzaine de plats par mois. Et donc ça vous ferait une économie de combien, la baisse de 6 centimes? La baisse de 6 centimes, environ, je dirais, un bon petit presque 100 €, on va dire, sur le mois. Alors Philippe Manière, baisse du prix de l'essence de 6 centimes, qu'est-ce que ça signifie finalement? Est-ce que ça va être tout de même favorable pour le pouvoir d'achat? Ça va durer 3 mois? Ou est-ce qu'on est dans le camouflage, disent certains à droite? Bon, c'est quand même, on est vraiment dans le symbolique, on n'est pas dans le camouflage. C'est vrai que pour quelqu'un, on vient de voir un témoignage, quelqu'un qui fait 15 pleins par mois, c'est substantiel. Enfin, 15 pleins par mois, il doit être une vingtaine en France à faire 15 pleins par mois. C'est quand même énorme, 15 pleins par mois. Pour la plupart des Français, même ceux qui roulent, même ceux qui ont besoin de leur voiture, ça sera quelques centimes d'euros, quelques euros l'économie qui sera réalisée. Alors, tout ça pour ça, on a envie de dire. Et je crois que c'est un peu le problème. 300 millions d'euros, ça coûte à l'État. Alors j'allais dire, ça rapporte pas grand-chose, ça n'économise pas grand-chose aux consommateurs, et en revanche, ça coûte des sommes qui sont relativement substantielles à l'État. Vous ne savez pas le faire ? Il fallait pas le promettre. Une fois qu'on l'a promis, moi je pense qu'en démocratie, une fois qu'on a promis quelque chose, c'est assez sain de le faire. Le promettre est une bêtise. Le prix de l'essence dépend principalement, ces variations aujourd'hui dépendent principalement de quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui est le prix international du pétrole, lequel a tendance à augmenter parce que c'est de plus en plus difficile d'aller chercher du pétrole qu'on trouve de plus en plus loin, et c'est la faute à personne. Et donc en tout cas, on peut pas dire le matin, les gens roulent trop, attention au dioxyde de carbone, à l'effet de serre, etc. Puis l'après-midi, baissons l'essence pour faciliter le fait que les gens puissent rouler en voiture. Donc on est quand même sur ces questions de politique publique, à droite comme à gauche d'ailleurs, hein, on est quand même beaucoup dans les contradictions, dans les faux semblants. Et j'allais dire, effectivement, c'est un peu tout ça pour ça, la conclusion. Et malheureusement, c'est quelque chose qui symbolise assez bien ce que les Français, je crois, pensent aujourd'hui de l'action de François Hollande. C'est là que je crois qu'il doit se méfier. Il ne faut pas que les gens se disent trop tout ça pour ça. Tout ça pour ça, Bernard? Moi, je crois qu'il ne fallait pas promettre. Bon, à partir du moment où on l'a promis... C'est une promesse tenue. Il avait parlé de bloquer les prix de l'essence pendant la campagne. C'est absolument très compliqué à faire. On ne peut pas bloquer, comme l'a dit Philippe, on ne peut pas bloquer les prix sur un marché qui est à peu près, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, libre. C'est-à-dire qui est fixé par l'offre et la demande. Voilà, c'est très compliqué à faire. C'est absolument anti-écolo. Ouais. C'est-à-dire que moi, je sais pas, d'ailleurs, les écolos, ils sont d'un silence assourdissant en la matière. Je ne vois pas pourquoi on promet ce genre de choses. Il faut savoir aussi que ce n'est pas la France qui taxe le plus l'essence. L'Angleterre taxe beaucoup plus. Par exemple, le gazole, il doit y avoir 10 centimes de différence de taxation. L'Allemagne taxe aussi. L'Allemagne à peu près comme la France. Mais donc, ça me rappelle l'histoire de Fabius, quand Fabius avait supprimé la vignette. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était absolument ridicule, c'était démagogique, c'était anti-écologique, ça ne servait strictement à rien. C'était pour une fois qu'il y avait un impôt qui est à peu près utile. Mais c'est vrai que c'était une promesse. Bon, mais c'était une promesse, donc là aussi, on l'a tenue. De ce côté-là, moi je crois que bon, ils s'en sortent comme ils peuvent, si vous voulez, ils sont en train de patauger, mais il ne fallait pas promettre ce genre de choses. Une fois qu'on l'a promis, eh bien tant pis pour eux. Hein. Il fallait faire un geste. Hein. Alors,
Sur le chômage, nombre de chômeurs qui passent la barre des 3 millions, c'est la mauvaise nouvelle de cette semaine. Et c'est la mesure du traitement social de chômage en Conseil des ministres ce mercredi. 150 000 emplois d'avenir, on va commencer par 100 000, puis 50 000, financés à 75% par l'État. Ça, évidemment, ça vise l'emploi non qualifié des 16-25 ans. Philippe Manière, quel est votre jugement de libéral sur cette politique ? Heureusement que mon jugement n'est pas seulement celui d'un libéral. Écoutez, j'entendais ce matin sur une radio le fait qu'on avait recensé, quelqu'un a pris le soin, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire moi-même, je trouve que c'est une très bonne idée. On a recensé le nombre de dispositifs d'aide à l'emploi qui ont été mis en œuvre, en particulier en direction des jeunes, depuis 1970. Et le résultat, c'est 180. Le résultat, c'est qu'on a 25% de chômage des jeunes dans ce pays. C'est donc bien la preuve que c'est pas ça qui marche. Vous pourriez toujours me dire, ça serait encore pire sans les 180 trucs machin qu'on a inventés. Franchement, ça se discute. En économie, il y a une chose qui est assez bien documentée, c'est que quand on fait des dispositifs qui visent telle ou telle population, on ne fait que, c'est les économistes qui appellent ça comme ça, changer l'ordre dans la file d'attente. Vous faites passer devant les gens que vous favorisez, mais ça fait à peu près toujours autant de monde qui attend un boulot. Donc le sujet, c'est pas ça. Faut-il le faire d'un point de vue politique ? Je pense que là encore, c'est comme le prix de l'essence. Une fois qu'on l'a annoncé, on est un peu obligé de le faire, mais chacun sait que ça ne sert pas à grand-chose. Le pouvoir socialiste s'est enferré dans une liste de recettes qui devaient nous remettre, nous réconcilier avec l'action publique. C'est un peu comme Nicolas Sarkozy l'avait fait il y a 5 ans, dans le fond. C'est-à-dire, moi, président, Nicolas Sarkozy aurait pu le dire, comme François Hollande l'a dit, eh bien, les choses ne se passeront plus comme avant. Alors, on nous a annoncé un certain nombre de mesures volontaristes. Mais on voit bien que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut réunir les conditions de la compétitivité. Seul un pays compétitif peut produire des emplois, et ce n'est pas l'État qui les produit à sa place. Mais alors, que faire face à l'emploi peu qualifié, Bernard Maris ? Vous êtes d'accord avec Philippe là-dessus ? Ça va coûter 1,5 milliard. Est-ce qu'il faut tout de même les dépenser ? Ça fait à peu près 10 000 euros par emploi. Il ne faut pas se leurrer. Ça fait de l'ordre de 10 000 euros par emploi. C'est un peu d'argent quand même. C'est un peu de l'argent. 1,5 milliard, $1,5 milliard, c'est beaucoup. Vous regardez, vous avez à peu près 100 milliards de niches sociales, à peu près. Et sur les 100, il doit y en avoir la moitié qui ne sont absolument pas utiles. C'est des exonérations fiscales qui finalement ne servent à rien. Donc il y a quand même des économies à faire. Alors est-ce que ce 1,5 milliard... on ne peut pas l'utiliser pour de l'emploi de jeunes? Moi, je pense que oui. Là, vraiment, les jeunes, il ne faut pas les laisser dans la panade, il faut essayer. Mais il y a un problème, et là, Philippe a insisté là-dessus. Je suis à peu près d'accord, je veux dire, avec lui là-dessus. C'est un problème de qualification du travail en France. C'est-à-dire que tous les systèmes qui existent depuis Barre, c'est Barre qui a commencé à faire des pactes pour l'emploi, etc. Tous, Balladur, les TUC de Fabius, tout ça. Tout est allé vers l'emploi non qualifié en France, qu'on a traité en urgence d'une certaine manière. Alors que le problème, il doit être malheureusement un problème de courage et de long terme, qui est de qualifier le travail français. Donc formation, éducation. Et tout ce qu'on fait en France, on déqualifie le travail français. C'est-à-dire qu'on tire le travail français vers le bas par des exonérations de charges sociales qui touchent les emplois les moins qualifiés. Donc finalement, vous incitez à créer des emplois de serveurs. Je n'ai rien contre les serveurs et contre les gens qui font des travaux difficiles. Mais si vous voulez, le problème d'une économie compétitive, c'est qu'il faut un travail hyper qualifié. Et donc, on est ça dans l'inverse du problème. Ça ne concerne pas le travail qualifié. Mais non, pas du tout, malheureusement. Moi, je suis comme vous, je n'ai rien contre les emplois de serveurs, ni de chauffeurs de taxi, ni de terrassiers, etc. Le sujet, c'est qu'en France, on y est enfermé. Le problème, c'est qu'en France, quand on rentre dans un emploi non qualifié, ce qui n'a rien de déshonorant. Il vaut infiniment mieux, qu'on soit qualifié ou pas, il vaut infiniment mieux avoir un emploi non qualifié que rien. Et ça, on ne le dit pas suffisamment aux Français. Mais le sujet, c'est que les Français sont tétanisés à l'idée d'entrer dans un emploi non qualifié parce qu'ils pensent, et même, j'allais dire, malheureusement, ils savent qu'ils vont y rester toute leur vie. Le sujet, c'est ça, c'est la mobilité sociale. Prenons n'importe quel emploi pour commencer. L'important, c'est de commencer à travailler, de comprendre ce que c'est que la logique du travail, et puis ensuite d'évoluer. Mais la France offre trop peu d'emplois non qualifiés et elle cherche à les encourager d'une manière totalement paradoxale. Je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit par Bernard. Et par ailleurs, elle ne permet pas aux gens de s'arracher à leur déterminisme de naissance, d'évoluer. Qualifié ou non qualifié, d'ailleurs. Le sujet que nous avons, c'est celui d'éducation nationale et c'est celui de la mobilité sociale. Les gens ne doivent pas être enfermés dans un emploi. Et tant qu'on ne traitera pas ces deux sujets-là, on mettra des cautères sur des jambes de bois. Et cette mesure-là, c'est un cautère sur une jambe de bois. Elle est utile. Moi, je ne crois pas qu'elle soit inutile, quand même. Il faut vraiment, avec ce taux de chômage effrayant qu'il y a chez les jeunes... Mais cette mesure, vous la qualifieriez de sociale. Mais c'est une mesure sociale. Mais il y a beaucoup de mesures sociales, si vous voyez, si vous regardez les aides à l'agriculture... Les emplois jeunes ont-ils été efficaces, Bernard Maris ?
Malheureusement, les emplois jeunes, c'est vrai que les emplois jeunes ne permettent pas d'aller vers des emplois qui ensuite sont qualifiants et qualifiés. C'est une des raisons pour lesquelles les emplois jeunes n'ont pas marché, c'est qu'ils étaient réservés, et ceux-là le sont à nouveau, aux associations ou aux collectivités locales. Les employeurs, ils sont assez intéressés à l'idée de savoir si la personne qu'ils vont recruter connaît un peu le monde de l'entreprise, connaît la logique du monde de l'entreprise, qui n'est pas... secteur marchand. Donc, moi, je pense que l'ouvrir je trouve que c'est une assez mauvaise idée de faire ces emplois aidés. Mais que quant à faire, ça serait pas idiot de se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas intérêt à les proposer aussi dans le secteur marchand, peut-être avec un dispositif particulier moins aidé, etc. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui font tourner les stagiaires parce qu'un stagiaire, en gros, ça coûte 40 ou 50% de moins, même en le payant à peu près au même niveau. Et je crois que c'est honnêtement plus utile parce qu'après, vous êtes dans l'emploi vraiment. Il y a quand même le côté social. Bon, c'est des socialistes, hein, vous ne pouvez pas leur enlever ça quand même. Bon, il y a quand même un côté social, donc ils pensent association, ils pensent tranquillité des quartiers, ils pensent insertion, ils pensent... Il pourrait y inclure le... Donc ce côté-là, c'est pas mauvais. La tranquillité des quartiers, elle serait totalement assurée si c'était des emplois marchands, ça ne change rien. C'est pas pareil. Moi, je crois que c'est pareil. Sur le contexte de déficit global, bien sûr, objectif de déficit public à ramener à 3% du PIB en 2013. Va-t-on y parvenir, Bernard Maris? Est-ce qu'il faudra que le gouvernement y renonce? Parce qu'il va y avoir une révision à la baisse de la croissance. Bon, vous allez me dire, le problème, c'est est-ce qu'on y reviendra? Difficile de faire tout seul sans les Européens, la pression des Européens. À l'espagnol, en allant très vite vers le rééquilibrage, c'est-à-dire en taillant drastiquement dans la dépense publique, ce que réclame Parizeau. Parizeau, elle réclame finalement un tiers de hausse d'impôts et 2 tiers de baisse de dépenses. C'est ce qui se fait partout dans le monde. Un tiers de tiers. Un tiers de tiers. Bon, on peut faire 50-50, j'en sais rien. Pendant sa campagne, il disait moitié-moitié. Voilà, moitié-moitié. Bon, moi, je pense qu'on peut faire... Il fait 90-10 à l'arrivée. Il fait 90 de hausse d'impôts. Là, je pense que Laurence Parizeau fait une erreur, c'est que sur une croissance déprimée, ce qui est la croissance française, puisque Jean-Marc Ayrault a avoué qu'il allait réviser le chiffre de croissance, il va le faire tomber à 0,5% ou 0,6% au lieu de 1,2%, sur une croissance déprimée, tailler dans la dépense, c'est tailler dans le pouvoir d'achat, c'est finalement aggraver la récession. Donc je crois qu'il faut y aller doucement. Il faut vraiment peut-être dire, écoutez, bon, on sera à 3,5%, on ne sera pas à 3%. Il y a doucement, mais il y a 33 milliards à trouver. Alors il y a les doucement, ça veut dire moi, je pense qu'on peut les trouver. Effectivement décaler cet objectif de déficit. Il y a un problème d'honnêteté sur la fiscalité, sur les niches fiscales, de savoir est-ce qu'une niche fiscale est utile, est-ce qu'elle est inutile. Et ça aussi, le problème, qu'est-ce que c'est le critère de l'utilité de niche sociale? Moi, je pense que là, encore une fois, on revient sur les emplois. Le fait de la TVA à 7% dans la restauration, c'est une niche fiscale qui est absolument inutile. Indéfendable. Ils sont pas revenus sur cette niche fiscale. Ils sont pas revenus, mais voilà. Malheureusement. TVA sur la restauration. Moi, je crois que l'objectif doit être maintenu. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est un problème qui dans le fond est à peu près le même que celui des États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a une urgence à court terme, c'est de sauver la conjoncture. Je crois modérément à l'idée du pouvoir d'achat et de la demande tirée par l'action publique, mais enfin, admettons qu'il faille être prudent parce qu'on est quand même dans une situation de limite de récession. Moi je veux bien qu'on soit raisonnable et qu'on taille pas trop, mais je pense qu'il faut en même temps ouvrir tout de suite un chantier extrêmement crédible sur la manière dont on redressera les finances publiques sur le plan structurel. On a un problème de déficit conjoncturel comme tout le monde parce que c'est la panade dans le monde entier. Mais les Français sont à peu près seuls au monde d'avoir un problème de déficit structurel au niveau où nous l'avons. Et c'est ça qu'il faut traiter. Et moi j'attends de ce pouvoir qu'il s'intéresse aussi au déficit structurel parce que c'est ça, encore une fois, qui nous donnera la compétitivité. Mais séparer les deux, Philippe Magnard. On peut tout à fait dire, écoutez les gars, ne nous demandez pas de faire 3% là maintenant tout de suite parce que franchement vous avez vu la conjoncture. En revanche, regardez ce que nous faisons, nous sommes sérieux et nous allons diminuer le déficit structurel à l'échéance de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Les Allemands seraient d'accord avec ce type d'objectif ? Ah oui, et je suis même sûr que la BCE donnerait tout de suite un satisfecit. Bon, merci à tous les deux en tout cas. Merci d'être avec nous. Dans le duel de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine à 12h10, mercredi prochain, pour un nouveau duel de l'écho. Restez avec nous.